Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, les meurtres de la gare de Perpignan. Des jeunes filles qui disparaissent, des corps mutilés et une gare qui devient le décor lugubre d'une équation criminelle à plusieurs inconnus. À 19 ans, Mokhtaria Chaïb goûte à l'indépendance et commence enfin la vie dont elle rêve. Elle vient de couper les ponts avec son père et une partie de sa famille qui voulait qu'elle se marie en Algérie. Son enfance n'a pas été simple. Après avoir été ballottée de foyer en foyer, à la suite de la mort de sa mère quand elle avait 2 ans, Mokhtaria était revenue vivre avec son père. Dans le nouveau foyer qu'il avait construit à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, elle servait d'aide ménagère, à la fois responsable de la maison et de ses demi-frères et sœurs. À l'adolescence, Mokhtaria reprend le dessus. Elle s'affirme et finit par prendre le large en trouvant refuge chez sa meilleure amie. Le bac en poche, elle s'inscrit en fac de sociologie en espérant devenir plus tard infirmière. À la rentrée scolaire de 1997, Mokhtaria parvient à louer une chambre dans une résidence universitaire à Perpignan où elle fait ses études. Elle a enfin gagné le combat qui compte le plus à ses yeux, être une femme indépendante et épanouie. Elle suit assidûment ses cours et le soir, elle adore annoncer à ses amis « Je rentre chez moi ». Le dimanche 21 décembre 1997, vers 8h du matin, un homme contacte la police. Il habite un immeuble situé dans le secteur de la gare de Perpignan, boulevard Ningesser-Écoli, en face d'un terrain vague au pied du château d'eau qui domine le quartier. Ce matin-là, en ouvrant ses volets, il a eu une vision d'horreur, celle d'une forme humaine allongée par terre sur le terrain vague. La police se déplace et trouve en effet un cadavre. C'est celui d'une femme, couchée là, face contre terre. Elle est nue. Des traces de terre sur les mollets et les fesses laissent penser qu'elle a été traînée sur le sol et amenée à cet endroit après sa mort, comme si on avait voulu l'exposer à la vue de tous. Quand les policiers retournent le cadavre, ils découvrent d'horribles mutilations. Ses seins et ses parties génitales ont été découpés. Elles ont manifestement été conservées par le tueur car elles ne se trouvent pas à proximité immédiate du corps. Pour identifier la victime, les policiers n'ont que 2 indices, une écharpe et une boucle d'oreille. Damien, 2 hommes la reconnaissent. D'abord le directeur d'un foyer de jeunes de la ville et surtout le substitut du procureur lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il l'avait placée dans un foyer, cette jeune femme, quand elle était en conflit avec son père en 1996, alors qu'elle était mineure. Il la reconnaît et cette victime, elle s'appelle Mokhtaria Chaïb. Mokhtaria Chaïb a été vue vivante pour la dernière fois par un de ses amis. Un certain Brice, chez lequel elle a passé la soirée de la veille, la soirée du samedi soir, à 2 pas de la gare de Perpignan. Selon son témoignage, vers 22h30, elle quitte les lieux, elle part pour regagner sa chambre d'étudiant qui est environ à une demi-heure de marche de la gare de Perpignan. Elle emprunte pour se faire la rue Courteline, qui est vraiment une rue du quartier de la gare, et elle est retrouvée le lendemain, tout près de cette rue Courteline, atrocement mutilée. Les découpes réalisées sur le cadavre donnent une piste aux policiers. Mokhtaria a été poignardée, mais surtout, on l'a dit, ses seins ont été minutieusement découpés et ses organes génitaux prélevés. Le corps a été aussi vidé de son sang. Le rapport d'autopsie, il va noter que ces découpes ont été réalisées avec un bistouri ou en tout cas avec une lame très effilée et elles ont été faites, dit le rapport, en respectant le plan musculaire. En clair, elles ne peuvent pas être l'œuvre, d'après les médecins légistes, d'un amateur. Pour eux, c'est un professionnel, soit un vétérinaire, soit un boucher, soit plus vraisemblablement un médecin, voire un chirurgien. D'après les médecins légistes, ces découpes ont nécessité au moins 1 heure à 1h30. La mort aurait pu survenir ailleurs, dans la nuit du 20 au 21 décembre, aux alentours de minuit, et Mokhtaria aurait pu être ensuite transportée là où elle a été découverte, sur le trajet qui allait de l'université à chez elle. L'enquête commence comme d'habitude dans l'entourage de la jeune femme. Son ami, Brice,
est en mesure de fournir davantage de détails sur la manière dont Mokhtaria était habillée ce soir-là. Mais cela ne fait pas avancer l'enquête. Pas plus que l'utilisation de chiens pour tenter de trouver l'endroit où la jeune femme a été séquestrée et mutilée. La police visite plusieurs squats, interroge des voisins, sans succès. Damien, la police finit par trouver un élément qui pourrait être utile. Oui, un précédent en fait, parce qu'au même endroit, 2 ans plus tôt, une autre jeune femme qui s'appelait Tatiana Andoujar a disparu. On ne l'a jamais retrouvée. On ne peut donc pas exclure qu'elle soit toujours en vie, mais l'enquête est quand même une enquête criminelle parce qu'elle avait 17 ans au moment où elle a disparu. Et il y a surtout quelque chose qui frappe tout de suite les policiers, outre le côté géographique, c'est-à-dire 2 femmes qui disparaissent à peu près au même endroit, c'est qu'elles se ressemblent un petit peu physiquement. Ce sont 2 jeunes filles, brunes, typées, avec des cheveux très foncés et des yeux également très foncés. Tatiana Andoujar s'est volatilisée le dimanche 24 septembre 1995. Alors, ce qu'on sait de la disparition de Tatiana Andoujar, c'est fourni par un témoignage qui est le témoignage d'un militaire qui a pris le train avec Tatiana Andoujar. Enfin, ils se sont parlé dans le train qui est relié Toulouse à la gare de Perpignan. Tatiana avait passé le week-end avec des copines à Toulouse. Elle revient et le militaire dit « on se sépare sur le parvis de la gare de Perpignan aux alentours de 19h30 ». Ensuite, l'enquête va se faire dans le quartier de la gare. On va avoir quelques témoignages. Un témoignage, mais qui sera pas vraiment crédible, dira qu'elle a passé un coup de fil dans une cabine téléphonique sur la place de la gare et qu'ensuite elle s'est volatilisée. D'autres témoins diront qu'elle a pris la rue Courteline et qu'elle serait allée au bout de cette rue à un croisement où plusieurs personnes ont l'habitude de faire du stop. Tatiana, elle habitait à l'époque à Thuir chez ses parents. Thuir, c'est à une quinzaine de kilomètres de Perpignan. Donc on imagine qu'elle a emprunté cette rue Courteline pour faire du stop. Peut-être est-elle montée dans une voiture, mais ça, personne ne l'a véritablement vue. En tout cas, on a perdu sa trace à partir de cette rue Courteline ce soir-là aux alentours de 20h. Le samedi 24 janvier 1998, un mois après la découverte du corps mutilé de Mokhtaria, un suspect est interpellé. Andreas Palomino Barrios est interne à l'hôpital de Perpignan. Âgé de 52 ans, il est originaire du Pérou. Il exerce illégalement la médecine en France sur la simple foi d'une photocopie de son diplôme passé dans son pays d'origine. Dans l'Hexagone, pas moins de 18 hôpitaux l'ont fait travailler avant de réaliser la supercherie et de s'en séparer. Tous ceux qui l'ont croisé le décrivent comme un marginal. Pour les policiers, il a le profil idéal. Son activité médicale expliquerait sa capacité à découper de manière chirurgicale un cadavre. Et justement, il habite une cité HLM située le long du trajet réalisé par Mokhtaria la nuit de sa disparition. Les policiers interpellent Andreas Palomino Barrios et perquisitionnent son studio. De multiples traces de sang et tout un arsenal chirurgical sont retrouvés. Plusieurs voisins attestent également que le lendemain du meurtre, il a soigneusement nettoyé sa camionnette, alors que personne ne l'avait jamais vu faire ça avant. Si ce sont des coïncidences, elles sont très intrigantes. Assez en tout cas pour que les policiers aient la quasi-certitude de tenir l'homme qu'ils recherchent depuis 5 semaines. En garde à vue, le suspect nie le meurtre de Mokhtaria. Il prétend même avoir un alibi. Le soir du crime, il était en Espagne. Son alibi ne tient pas et Andreas Palomino Barrios est placé en détention provisoire. Les policiers sont satisfaits, les Perpignanais sont soulagés, le terrible tueur de la gare de Perpignan a été arrêté. Mais 5 mois plus tard, le mardi 16 juin 1998, une autre jeune femme disparaît aux abords de la gare. Marie-Hélène González a 22 ans, c'est elle aussi une très jolie fille brune. Sa famille et ses amis la cherchent, la police prend l'affaire au sérieux. Finalement, son corps est retrouvé 10 jours plus tard, le vendredi 26 juin, dans des vignobles au sud de la ville. Elle a subi les mêmes mutilations que Mokhtaria. Ses parties génitales ont été découpées, elle a été décapitée, ses mains ont été amputées. Sa tête ne sera retrouvée que 6 mois plus tard dans un sac plastique. Damien, Marie-Hélène ne peut pas avoir été victime d'Andreas Palomino Barrios car il est toujours en prison au moment de son meurtre. Oui, il est détenu dans le cadre du meurtre de Mokhtaria Chaïb, donc il ne peut pas avoir tué Marie-Hélène González.
Alors ça pose évidemment un problème aux enquêteurs qui voient deux solutions. Soit c'est ce qu'on appelle un copycat, c'est-à-dire un deuxième tueur qui s'est inspiré du premier meurtre commis par Palomino Barrios pour faire un meurtre qui ressemble. Ça arrive dans les archives criminelles, on a quelques exemples. Soit ils ont même un scénario un peu tordu, les policiers, c'est qu'ils pensent que ce deuxième meurtre, il est commis pour innocenter justement Palomino Barrios par une sorte de complice qui commettrait un deuxième meurtre pour dire ça peut pas être Palomino Barrios puisqu'il est en détention. À part les soupçons très forts des policiers qui pèsent sur cet homme, il n'y a pas de preuves concrètes qui permettent de l'inculper. Non, on l'a dit, il y avait des témoignages qui soulignaient un peu la bizarrerie de Palomino Barrios, le fait que ce soit un faux médecin un peu clandestin, qu'il ait eu des explications un peu farfelues et mensongères quand il était arrêté, mais il n'y a pas d'éléments factuels qui le relient au meurtre de Mokhtaria Chaïb. Et puis surtout, quand les enquêteurs, ce qu'ils avaient pris pour des éléments accablants au début, n'ont pas forcément été confirmés par les suites de l'enquête. Par exemple, le sang qui avait été retrouvé chez lui à son domicile, il s'est avéré assez vite après des analyses que c'était du sang de poulet ou alors son propre sang à lui, et en tout cas pas le sang de Mokhtaria Chaïb, donc c'est pas très concordant. Quant aux ADN qui ont été prélevés sur la scène de crime, aucun ne match avec le sien, donc pas de preuve non plus de la présence de Palomino Barrios sur la scène de crime de Mokhtaria Chaïb. Il est donc libéré, surtout parce qu'il y a eu le deuxième meurtre de Marie-Hélène González, il est blanchi en quelque sorte de ce premier meurtre, mais en fait il est quand même expulsé par les autorités françaises puisqu'il séjournait de manière illégale en France. Il va s'installer de l'autre côté de la frontière, tout près en Espagne, où il va d'ailleurs continuer ses activités un peu clandestines de médecine et sa vie un peu marginale, tellement marginale qu'il va être retrouvé mort étranglé chez lui à Valence en juin 2012, un crime qui d'ailleurs n'a jamais été élucidé. On en revient à l'enquête sur les deux meurtres de Mokhtaria Chaïb et de Marie-Hélène González. Le jeudi 25 mai 2000, un autre homme est arrêté dans le Rhône, à Lyon. Un certain Esteban Reg. Alors pourquoi est-il arrêté et soupçonné dans les meurtres de la gare de Perpignan ? Parce que lui-même a été mis en cause dans l'homicide de son colocataire, mais colocataire qu'il a non seulement tué, mais qu'il a dépecé et délesté de ses parties génitales. Donc c'est un rapprochement que les enquêteurs font par rapport aux mutilations qui ont été faites sur Mokhtaria et sur Marie-Hélène. Et en plus, les policiers s'aperçoivent que ce Esteban Reg, il était à Perpignan au moment des disparitions de Mokhtaria et de Marie-Hélène, et que souvent, ils fréquentent les gares pour y faire des rencontres. Donc là, ils se disent, on tient une bonne piste. Simplement, son ADN n'est sur aucune des scènes de crime, ni sur celle de Mokhtaria, ni sur celle de Marie-Hélène. Et donc, il faut bien se rendre à l'évidence, ça ne peut pas être Esteban Reg qui est impliqué dans ces deux meurtres. Surtout 2 ans après son arrestation et l'interrogatoire qu'il subit, il va se donner la mort dans sa cellule. Donc, la piste Esteban Reg s'éteint. Et l'enquête va, en quelque sorte, s'enliser à Perpignan. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de journalistes qui se déplacent et évidemment, c'est pas très bon pour l'image de la ville. L'enquête s'enlise jusqu'au vendredi 9 février 2001. Oui, le dernier meurtre, celui de Marie-Hélène González, remonte à 2 ans et demi à ce moment-là. Et ce 9 février 2001, Fatima Hidraou, une caissière brune de 23 ans, va disparaître à son tour dans le quartier. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, les meurtres de la gare de Perpignan. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.